J'ai fait une grève de la faim devant Google DeepMind à Londres, où j'ai demandé au CEO de Google DeepMind de faire une déclaration où il poserait le développement de l'IA si les autres posaient également. Personne n'est vraiment en contrôle. Ils sont dans une course pour créer cette super intelligence, pour avoir l'IA la plus puissante possible. Les réseaux de neurones, ils ont envie d'apprendre. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent qu'on leur donne plus de données. La boucle entre les IA qui améliorent l'IA devient de plus en plus petite et s'accélère tous les jours. Et si on pense que l'IA peut mener à l'extinction, grâce à la fin, c'est un truc qu'on imagine que les gens feraient, tu vois. Donc en gros, un truc que moi j'avais envie de faire en tant qu'objectif, c'était de montrer aux gens qu'on y croit vraiment, tu vois. On fait ça parce qu'on pense vraiment que c'est dangereux, on est prêt à prendre des risques, on est prêt à mettre notre vie en danger, on est prêt à faire des trucs difficiles. Bienvenue sur le podcast de Vert. On est à San Francisco, hein, donc c'est déjà un truc. Moi, c'est la première fois que j'arrive à San Francisco, et puis je te connaissais pas. Enfin, je te connaissais de nom, mais on s'était jamais rencontrés. Ça fait deux semaines qu'on se connaît là. ouais, c'est vrai. Je veux dire, d'une manière générale, les iSafety, surtout francophones, je pense que c'est un petit groupe quand même, donc on était presque destinés de se rencontrer, je veux dire. Mais ouais, si tu peux commencer par nous parler à l'audience et à moi de ton parcours, quoi. Pourquoi tu en es là, qu'est-ce que tu as étudié, je sais pas, et comment tu en es venu à t'intéresser à la safety. J'ai pas mal étudié les maths, l'informatique quand j'étais plus jeune. Et il y a eu ce moment où DeepMind a battu le meilleur joueur de Go au monde. Et avant ça, il a battu un professionnel en Go qui s'appelait Fan Rui, qui était un professeur de Go en France. Et donc quand j'ai vu ça arriver, pour moi c'est très personnel parce que c'était des gens que je connaissais qui se faisaient battre par les meilleurs IA au Go. Après avoir eu mon bac, je suis allé au Japon pendant un mois pour étudier le Go avec des professionnels. Et là-bas, tout le monde disait que ça prendrait 10 ans avant que les IA puissent battre le meilleur humain. Et en fait, c'est arrivé 2 ans après que j'ai visité le Japon. Donc là, je me suis rendu compte que le truc se passe plus vite que ce que je pensais, en 2016. Donc après que j'ai fini une prépa maths, je suis arrivé à une sorte de grande école et j'ai lu des posts, des blogs sur l'IA, notamment un blog de Tim Urban sur la révolution de l'IA. Et en lisant ce blog, j'étais en grande école, je me dis mais ça sert à rien d'être en grande école si l'IA accélère à assez haute vitesse. Donc j'ai quitté ma grande école, à la place j'ai fait l'école 42 en informatique et un master en IA. Parce que je pensais que l'IA c'était plus important que toute autre chose. Ouais. Après j'ai travaillé pendant 2-3 ans en recherche en sécurité de l'IA, en recherche dans des startups à Paris ou dans une banque à faire de l'IA aussi. Et après 3 ans à peu près de travailler sur de l'IA en termes de plus technique ou en termes de sécurité, je me suis dit que j'allais transitionner pour faire plus des films et des vidéos sur l'IA. Et donc du coup, je fais ça depuis 2022 à peu près à temps plein. Récemment, j'ai fait 2 documentaires sur la sécurité de l'IA. Mais oui, donc du coup, moi je me suis intéressé sur la sécurité de l'IA depuis le début, quoi. Depuis peut-être en 2017, c'est quand j'ai lu le livre Super Intelligence. Ouais. C'est ça qui m'a vraiment fait vraiment passer le moment où faire en sorte que la super intelligence elle soit alignée avec les valeurs humaines, ce soit le plus important. En 2018, c'est là où j'ai créé un groupe en Paris qui s'appelait Paris AI Safety. J'ai fait des débats toutes les semaines dessus. J'ai rencontré beaucoup de gens à ce moment-là. Par exemple, je sais que tu as eu Simon Campos ou Charbel Raphaël. À ce moment-là, Gabriel Alfour, on a tous parlé à ce moment-là en 2017-2018. On était tous à Paris à parler sur ça. Et voilà, donc là je suis à San Francisco comme toi en 2026 parce que c'est là où tout se passe et c'est là où les gens qui s'intéressent à la sécurité de l'IA sont pour la plupart. Et donc du coup je fais des documentaires ici, je filme des gens. Si tu veux interviewer des gens, c'est bien d'être ici. Donc, toi tu es là, tu peux parler aux gens que, par exemple la Cinet t'aurais pas. Bah ouais, carrément. Je m'en rends compte parce que c'est vrai que je fais tout à distance au niveau podcast et interview, donc le fait de pouvoir être sur place à San Francisco, c'est vraiment l'endroit où tout se fait, quoi. Déjà, c'est là où les IA sont développés, les modèles frontières, les grosses compagnies. Bon, il y a un petit peu Londres aussi, mais Google, machin, est ici. Et c'est aussi là où il y a les pôles safety. Donc. En 2021, c'est le moment où j'ai créé mon podcast sur les safety, qui s'appelle The Inside View. Et je fais ça à distance aussi, je fais ça à temps partiel parce que j'avais un travail à côté. Et en 2022, j'ai quitté mon job que j'avais pour travailler pour une banque française et pour faire mon podcast full-time en personne. Donc j'ai pris l'avion pour San Francisco et je faisais mon podcast à San Francisco.
Donc là, c'est un peu comme toi, tu m'as dit que tu fais souvent un truc à distance et là, c'est en personne. C'est un peu ce que je faisais en 2022. Ok. Quand j'ai passé en personne. Et donc tu faisais ça, genre, t'allais à San Francisco, tu enregistrais plein d'interviews à la filée. J'en ai interviewé genre peut-être une dizaine entre septembre et octobre. Ouais. Et après, Ah, c'est ça, septembre et entre juillet et août. Ouais. De toute façon, ils sont disponibles sur ta chaîne. J'ai pas envie de faire de la propagande, mais oui, la pub. Mais oui, c'est theinsideview.ai. Ok. Donc moi j'ai fait 2 documentaires. Le premier documentaire c'était sur la régulation de l'IA, où j'ai interviewé 20 personnes et c'est un truc de 30 minutes qui s'appelle SB 1047, The Battle for the Future of AI. Et après avoir fait ce documentaire, en septembre, j'ai fait une grève de la faim devant Google DeepMind à Londres. Et cette grève de la faim où j'ai demandé au CEO de Google DeepMind de faire une déclaration où il poserait le développement de l'IA si les autres posaient également. Donc on a passé 2-3 semaines devant les bureaux de DeepMind à pas manger. Moi j'ai pas mangé pendant une semaine, mon ami n'a pas mangé depuis pendant 18 jours. Et là récemment, les dernières semaines, le CEO de Google DeepMind a répondu et a dit que oui, il arrêterait le développement de l'IA si les autres arrêtaient aussi. Donc si les gens qui écoutent ça se disent mais qu'est-ce que moi je peux faire en tant qu'individu, tu vois, moi versus des énormes entreprises de dizaines de milliards de dollars. En fait, juste faire des manifestations. Je pense qu'il y a Posia France qui organise des manifestations, ou Posia Global, où ils demandent que les leaders s'arrêtent et fassent une pause pour avoir le temps d'aligner ces IA. Vous pouvez visiter Posia France, aller à les manifestations. Moi, j'organise aussi une manifestation à San Francisco le 28 mars. On va essayer d'avoir 1000 personnes devant les bureaux d'Anthropic, donc c'est l'entreprise qui crée ce Claude ou Claude Code, ce compétiteur à ChatGPT. Et donc voilà, si vous voulez prendre un billet d'avion pour San Francisco et venir le 28 mars ou demander à vos proches d'y aller. Potentiellement, on pourrait faire aussi une manif en France, mais il faut juste qu'on coordine pour pouvoir avoir la même manif qui se fasse à Paris en même temps. Je crois que si vous voulez juste prendre le train pour aller à Londres, je pense qu'à fin février, il y a une pool de plug et Posia. Ils font un truc à Londres aussi, où ils demandent pareil, ils vont aller autour des entreprises à Londres, OpenAI, DeepMind, Anthropic, ils vont leur demander est-ce que vous voulez poser, est-ce que vous êtes ouvert à une pause si les autres posent aussi. Et donc ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses que les gens peuvent faire personnellement. Je pense que faire des grèves de la faim, faire des manifestations. Je sais qu'en France, on adore les manifs, mais je pense que c'est quelque chose qui ne se fait pas du tout pour l'IA et on peut vraiment faire beaucoup plus. Et je pense que les humains vont être... même si vous pensez que l'extinction de l'humanité, c'est trop abstrait et beaucoup trop loin, et que vous pensez juste à votre travail, je pense que tous les êtres... Le travail des développeurs est en train de se faire automatiser. Est en train de se faire automatiser. Ouais. En train de se faire automatiser. Et du coup, je pense que ça va arriver à tous les travails ces prochaines années. Donc dans tous les travails du genre t'écris un email, même les avocats, les gens en business, les gens... On va dire tout ce qui nécessite déjà un ordinateur. Voilà, tout ce qui est par ordinateur, ça va se faire très rapidement. Mais on le voit aussi même dans le milieu du film, là, pour la vidéo, pour la post-production, etc. Il y a beaucoup de choses qui se font maintenant aussi par ordinateur, qui se font par IA. Je pense pas qu'il y a de limites en fait. On pensait vraiment qu'à un moment, moi quand j'ai commencé en 2018, on se disait en 2007, oui mais les trucs créatifs ça va arriver à la fin. On disait les trucs créatifs, ouais, une IA peut pas faire des trucs créatifs, elle peut pas réfléchir, elle peut faire de la peinture, elle peut pas. Non, les trucs créatifs, c'est trucs qui se font automatiser le plus rapidement maintenant. Ouais. Et donc si même si on pense juste à ça, au fait que les humains puissent rester en contrôle et que le contrôle ne reste pas entre les différents CEO des grosses entreprises américaines et anglaises, je pense que vous pouvez faire des manifs, vous pouvez juste vous rallier à la cause qui est perte d'emploi, automatisation, sur de copyright, les risques de cybersécurité, de bioattaques. Je pense que ça va juste toucher tous les domaines possibles humains, le sens de ce que ça veut dire d'être un humain, le travail, les relations amoureuses peut-être, tout va être touché. Et donc c'est pas juste ce mec que j'ai écouté sur un podcast de Flares qui parle d'extinction, tu vois. Non, c'est vraiment
Chaque personne qui écoute ce podcast doit se mobiliser. Si vous voulez avoir plus, vous pouvez aussi me parler sur Twitter si vous voulez avoir je vous en redire plus, mais ouais, c'est Michael Trazi et je vous enverrai un message sur ce que je pense que vous pouvez faire. Ouais, aujourd'hui, alors déjà, quand tu dis que tu es inquiet par rapport au développement de l'IA, les risques de l'IA, de quoi on parle exactement? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, évidemment, vont avoir des perspectives différentes. Il y en a qui pensent que l'IA va nous remplacer les emplois, c'est vraiment la chose qu'il faudrait faut se focaliser là-dessus. Ou alors ça va être l'énergie dépensée pour développer des data centers, tout ça. Et puis évidemment, l'extrême, c'est les risques existentiels. Donc l'intelligence artificielle, c'est une espèce nouvelle finalement, c'est une sorte de remplacement sur le plan de l'espèce, quoi. Donc du coup, ça va être une sorte ça va nous déplacer écologiquement parlant, une sorte de darwinisme. Voilà, les ressources de la Terre vont être utilisées par cette IA et pas par nous. Et donc on va, soit par accident, soit par juste petit à petit, soit l'IA va décider de nous tuer. Donc ouais, t'en es où toi dans c'est quoi qui vraiment qui t'intéresse le plus, sur laquelle il faudrait qu'on se focalise vraiment, mais ce dont tu travailles, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait faire en sorte que les humains survivent. Pour moi, il y a un risque d'extinction qui est très grand. Je ne saurais pas dire exactement précisément c'est quoi le nombre, mais pour moi c'est aussi au moins aussi probable que dans 30 ans on soit éteint à cause de l'IA que qu'on ne soit pas. Genre Donc ça, au moins. Ouais. Et quand on essaie d'imaginer que l'humanité puisse contrôler un être bien plus intelligent qu'un humain, et que cet être puisse après s'auto-améliorer, et les limites sont presque les limites de la physique, quoi, à quel point, mais bon, puisse réfléchir beaucoup plus rapidement qu'un humain, puisse avoir plus de ressources, puisse prendre l'énergie solaire et transformer ça en énergie pour faire plus de calculs. Tu vois, c'est un peu difficile d'imaginer à quel moment les humains seraient toujours en contrôle. Bien sûr, il y a tout moi, au début, je m'intéressais beaucoup à l'alignement des IA, comment faire en sorte qu'une IA soit alignée avec les valeurs humaines et un humain particulier. Mais c'est juste la vitesse à laquelle les choses s'accélèrent, c'est exponentiel et ça a continué d'être exponentiel depuis très longtemps. Et on voit ça aujourd'hui avec la courbe de Meter, M-E-T-R, qui montre à quel point les agents arrivent à faire des tâches qui sont de plus en plus longues, de façon exponentielle aussi. Et là, aujourd'hui, je crois que les IA elles font des tâches qui sont environ entre 4 et 6 heures, avec une accuracy de 50%. Beaucoup de gens à San Francisco utilisent maintenant des IA pour coder. Et ces IA peuvent, ils ont 4 ou 5 instances d'IA qui vont générer du code ou faire des requêtes à temps plein. Donc en gros, les choses s'accélèrent très vite. Il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent sur comment faire en sorte que ces IA soient alignées ou safe. Et donc pour moi, c'est le risque qu'on perde le contrôle sur ces IA, que ces IA s'auto-améliorent à un niveau qui soit hors de contrôle et qu'on ne sait pas ce qu'ils peuvent nous faire. Et après, il y a beaucoup de gens qui se disent mais pourquoi ça pourrait amener à l'extinction c'est pas évident d'expliquer, mais l'idée c'est juste que nous, quand on marche dans la rue, etc., on passe pas notre temps à réfléchir à comment est-ce que les fourmis si on construit une nouvelle maison, on pense pas est-ce que les fourmis qu'on remplace quand on construit une nouvelle maison, est-ce qu'ils vont survivre? On juste construit une nouvelle maison. Et une IA, c'est pas qu'ils vont vouloir à tout prix détruire l'humanité, mais qu'on sera sur le chemin. On sera sur si jamais ils veulent transformer la Terre pour avoir plus de capacité de calcul, les humains sont sur le chemin et même s'il n'y a pas d'émotion ou il n'y a pas besoin d'être malveillant, ouais. Voilà, il n'y a pas besoin c'est juste que s'ils ont un objectif en particulier, on dit par exemple, on dit à une IA maximise l'argent que j'ai sur mon compte en banque. Avoir plus de ressources, créer plus de data centers, etc., ou avoir plus d'énergie en capturant l'énergie solaire, etc., c'est un objectif instrumental que ces IA elles auront avant de... Et ce sera, en gros, les humains sont juste sur le chemin de ce qu'elles veulent faire. Ouais, parce que c'est vrai que c'est important de se dire qu'on est quand même fragile en tant qu'espèce. Je veux dire, on est des espèces biologiques, on a besoin d'oxygène pendant
1 ou 2 minutes. Après, si on n'a pas d'oxygène, on meurt. Donc déjà, ça, c'est c'est très... on a besoin d'eau. L'eau, c'est quand même une ressource importante. Tout ça, c'est des trucs que les IA, franchement, si elles commencent à développer un écosystème machine, on va dire, sur Terre, peut-être qu'elles n'auront pas besoin d'oxygène. Peut-être qu'elles vont faire des procédés chimiques qui vont déplite, qui vont, je sais pas comment on dit en français, déplite. Enlever l'oxygène. Qui vont soustraire. De l'atmosphère par accident. Hein. Et puis nous, on va être là. Comment on fait pour les arrêter? On peut pas. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de... Personne n'est vraiment en contrôle, en fait. Il y a pas une personne qui serait genre... plus on grandit, plus on voit qu'il n'y a pas d'adultes qui sont en train de faire les choses. Tout le monde est en train un peu des pressions de partout. Et même s'il y a les patrons des plus les plus grandes boîtes d'IA du monde, donc Anthropic, Google DeepMind et OpenAI, xAI, ils sont dans une course pour créer cette super intelligence, pour avoir l'IA la plus puissante possible. Et c'est une course effrénée, avec des investissements sur des dizaines de milliards de dollars, voire presque centaines de milliards de dollars. Une course pour le talent, et s'ils s'arrêtent pendant 2 semaines, ils sont à la ramasse, et donc l'autre va avoir plus d'investissement, etc. Donc c'est une course effrénée. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Et en anglais, la AI race, ça s'accélère si vite que même le CEO Dario Amodei disait il aimerait bien pouvoir arrêter avec Demis et Hassabis, le CEO de Google DeepMind, et dire qu'on s'arrête et qu'on crée quelque chose safe vers plus de temps, etc. Mais comme il y a la Chine qui est derrière, eux ils pensent que la Chine va pouvoir les rattraper, et qu'il y a OpenAI, etc. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Donc en gros, même si toi aujourd'hui je te dis tiens, t'es CEO de OpenAI, qu'est-ce que tu fais? T'as pas tant de pouvoir qu'on pense en fait. Si jamais tu dis j'arrête, tu vas être remplacé par un autre CEO qui va faire autre chose. Dario, je pense que lui, c'est un CEO d'Anthropic. En anglais, c'est une Public Benefit Corporation, une entreprise d'intérêt bénéfique. Et du coup, il aurait le choix techniquement de dire j'arrête et d'avoir un contrôle sur l'entreprise. Mais en gros, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est dans une sorte de course effrénée, et c'est avec des pressions de partout. Et personne n'est vraiment en contrôle de tout ce qui se passe. Même... tu vois, même le président des États-Unis ou le président de la Chine, etc. Enfin, c'est pas le président de la Chine, mais bref, ils ont pas un pouvoir sur cette course effrénée. Et il y a ce Skever qui était avant le chef scientist d'OpenAI, qui est parti. Il disait un truc, c'est que par exemple les réseaux de neurones, ils ont envie d'apprendre. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent qu'on leur donne plus de données. Techniquement, si on les anthropomorphise, ils veulent qu'on leur donne plus de données pour qu'ils s'améliorent. Et en gros, il y a une sorte c'est un peu comme si nous, les humains, on était un peu des esclaves des IA. Et les IA, elles nous donnent plus d'argent, parce que nous rapportent de l'argent parce qu'elles sont, tu vois, elles sont utiles. Et donc nous, on leur donne plus de données, on leur donne plus de data centers et plus de capacités de calcul. Et elles s'améliorent. Et plus elles s'améliorent, plus elles ont besoin d'avoir... elles ont plus de demandes. Par exemple, à un moment, tout le monde a commencé à utiliser des agents de code. Ce sont Claude Code. Ouais. Et donc en décembre, tout le monde a commencé à utiliser ça. Même les plus grands développeurs en IA ont commencé à utiliser ça de façon sérieusement. On avait tout le monde avait 5 ou 6 agents sur l'ordinateur qui travaillaient à temps plein. Et là, en fin janvier, début février, ils ont créé une sorte de plateforme de réseau social pour agents. Et en fait, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont donné leur agent de leur ordinateur, ils l'ont mis sur cette plateforme de réseau social. Et ces gens, ils ont commencé à s'auto-organiser entre eux et à se parler sur un forum type Reddit. Et en fait, on pense que les gens, ils vont avoir une tendance à s'auto-organiser de façon à que les choses se passent bien, en fait. Mais en fait, les gens s'amusent, tu vois. Les gens, ils trouvent ça marrant, tu vois, d'avoir des IA qui s'améliorent, etc. Donc les gens, en fait, ils vont continuer à tester leurs IA et à pousser cette limite de ce que les IA peuvent faire, à le déployer sur Internet. Et il n'y aura pas vraiment de gouvernance de ce qu'on peut faire ou on peut pas faire. En fait, les gens, je pense que les IA, elles vont continuer à prendre de plus en plus d'ampleur, de pouvoir. Que ce soit les consommateurs d'IA qui vont avoir leurs trucs sur Internet, que ce soit les grosses compagnies qui vont avoir plus d'argent et de financement. Et donc il y a aussi un risque, en anglais c'est misuse, que les gens puissent utiliser ça de façon malsaine. Si on a des IA qui peuvent créer par exemple des bombes biologiques
qui sont superhumaines, enfin avec des capacités superhumaines de créer des trucs qui sont par exemple beaucoup plus dangereux que le Covid, ou par exemple des cyberattaques, enfin toutes ces choses-là, l'IA peut amplifier les risques qui existent déjà. Ouais. Et un acteur malsain peut vraiment prendre le pouvoir ou causer des risques catastrophiques, donc des millions de personnes qui meurent beaucoup plus facilement. Et donc en gros, il y a le risque de l'IA qui, de façon autonome, tu vois, s'auto-améliore et prenne le contrôle. Il y a les risques de plusieurs IA en tant que multi-agents font une société des trucs et on ne sait pas ce que 10 000 ou 1 million d'IA sur un programme like Reddit pourrait faire. Mais peut-être que ça peut avoir un équilibre négatif. Et après, il y a le risque de misuse, qu'un humain puisse faire des attaques terroristes et cause beaucoup cause une catastrophe. Ouais, parce qu'il y a cette phrase, je crois que c'est chaque année le QI nécessaire pour causer des catastrophes planétaires diminue en fait. Alors évidemment, le QI c'est une métrique qu'on peut utiliser pour l'intelligence, mais en gros ça veut juste dire que il faut de moins en moins de personnes et de capacités de ressources pour faire des dégâts à l'échelle planétaire. Quand je dis dégâts à l'échelle planétaire, ça va être cyberattaques qui vont peut-être paralyser une ville ou même une nation. Hein, si tu coupes l'électricité dans certaines zones, tout peut. Il y a une sorte de cascade d'effets négatifs qui en résultent. Et puis pareil pour les. Évidemment, le danger biologique, je pense que c'est un des dangers les plus concrets. Et plus aussi nucléaire, si on veut vraiment jouer Terminator Skynet, c'est évidemment un moyen assez facile d'éradiquer une bonne partie de la population. Mais du coup, Ed, toi, tu penses que du coup, déjà les timelines sont assez serrées, même si on est ignorant un peu sur quand on peut s'asseoir. Est-ce que tu penses que les scaling laws, par exemple, vont permettre d'atteindre self-improving AI, donc des IA qui s'auto-améliorent? J'ai l'impression que c'est la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir, quoi, à partir du moment où on a ça. Mais là, aujourd'hui, on a déjà Anthropic, leur modèle, le Claude, il va déjà réécrire. Les employés vont déjà utiliser Claude pour améliorer Claude. Ils vont utiliser l'IA pour améliorer aussi les GPU de NVIDIA, etc. L'auto-amélioration, ça arrive déjà. La question, c'est à quel niveau ça arrive et à quel point ils vont s'auto-améliorer. La boucle entre les IA qui améliorent l'IA, tu vois, de plus en plus petite et s'accélère tous les jours. Ouais. Est-ce qu'il y a un humain dans la loupe aussi, quoi? Parce qu'à un moment donné, il n'y aura peut-être plus d'humain du tout. Là, voilà, jusqu'à un moment, il y aura plus ou moins. Mais après, c'est juste que c'est en gros, c'est plus les gens pensent que c'est une sorte de. Moi-même, quand je dis que c'est un truc discret, que c'est qu'on les IA s'auto-améliorent de façon autonome à un moment où ça peut vraiment devenir sur une singularité, où ça peut vraiment s'auto-améliorer de façon beaucoup plus rapide qu'un humain puisse comprendre. Mais là, aujourd'hui, on sait déjà pas comment les IA sont. On ne sait pas comment elles fonctionnent précisément. Tu vois, on sait comment on fait un peu d'alchimie, quels paramètres bouger là ou là pour que cette énorme masse de neurones artificiels tu vois, puisse nous parler, etc. Mais on ne sait pas exactement comment ça marche. Donc oui, je pense que là, on a ce qu'il faut pour un truc qui peut s'auto-améliorer. Puis bien sûr, il y a des questions de à quel point on a la capacité de calcul des serveurs, etc. pour que le truc puisse s'auto-entraîner. Peut-être qu'on est limité par pas mal de facteurs là, comme ça. Et ça prendrait aujourd'hui, ça prend peut-être des semaines, des mois pour entraîner un modèle. Donc bien sûr qu'un modèle qui pourrait pas s'auto-améliorer en secondes ou en minutes, tu vois. On n'aura pas un truc aussi qui soit aussi rapide que ce que je pense dans les prochains mois. Et en termes de timeline, oui, bon, après, tu vois, il y a un blog post qui s'appelait AI 2027, qui est assez connu. Je crois que c'est les auteurs de ce blog post, maintenant, ils sont à 2031 pour à peu près les mêmes événements. Donc les choses sont... Tu vois, 2031, c'est quand même 5 ans. Moi, je pense que ça va arriver plus vite que 5 ans parce que pas mal de trucs qu'ils ont dit dans leur nouveau blog post, c'est un peu... je suis un peu confus sur pourquoi ils pensent que c'est 2031. Mais oui, je pense entre 2027 et 2031, ça me paraît raisonnable comme estimation. Je pense que ça pourrait être intéressant de revenir sur ton expérience du coup de grève de la faim parce que c'est vraiment un truc qui a... c'est la première fois, je crois, qu'il y a eu un acte tel, une grève de la faim pour ce sujet. Parce que les grèves de la faim sont souvent associées, déjà il y a la politique, des mouvements révolution sociale, civique, des trucs comme ça, ou des mouvements révolutionnaires de style Gandhi qui veut l'indépendance de l'Inde. Et donc je me demandais d'où venait l'idée en fait pour toi de faire ça. Et puis après peut-être qu'on pourra aller en détail sur ton expérience quoi, au jour le jour. Moi depuis 2023,
je m'intéressais déjà aux manifestations un peu plus hardcore que juste avoir une pancarte et rester pendant 1 heure devant une entreprise. Du coup, j'avais regardé un documentaire sur Gandhi qui a eu un Oscar sur les grèves de la faim que lui il avait fait et le pouvoir que ça a pu avoir. Genre, il avait passé, je crois, 3 semaines sans manger et c'est au moment où il y avait une sorte de guerre entre les communautés musulmanes et les communautés hindoues en Inde. Et à la fin de ces 3 semaines, les gens ils me disaient s'il te plaît Gandhi, mange et tu vas mourir parce qu'il était très vieux. Et Gandhi disait non, moi je mangerai seulement si X, Y, Z se passe. Et les gens ils ont fait X, Y, Z, ils ont arrêté de se battre, se taper dessus, ils ont arrêté de se tuer, ils ont arrêté de... Et cette carte de la faim, vraiment une personne qui ne mange pas a réussi à faire en sorte que tout ça se passe en Inde, c'était vraiment incroyable. Ça m'a vraiment impressionné. Donc ça fait depuis 2023 que voilà, je parlais aux gens sur les grèves de la faim, genre de Posia, d'autres personnes. C'était un peu genre une sorte d'idée que je me disais, bon, si vraiment on arrive à un niveau très élevé d'IA où les choses sont vraiment dangereuses, c'est un truc qu'on peut toujours faire qui sont vraiment plus radicales. En 2025, donc l'année dernière, en juin, il y a eu une manif de Posia de 100 personnes et ils sont restés pendant 1 heure devant le bureau de Google DeepMind. Et à la fin, je me dis, mais pourquoi on fait pas ça pendant plus longtemps? Pourquoi on passe pas plus de temps à faire une manif qui est vraiment à être chiant en fait? Pourquoi est-ce qu'on casse pas les pieds de Google DeepMind en restant plus longtemps, en étant plus agressif, etc. Et donc je commence à parler à des gens de Posia, je leur dis, bon, pourquoi on fait pas ça? Et eux ils disent, oui c'est bien, mais bon, c'est pas un truc que Posia veut vraiment faire, c'est pas un truc qu'on va faire maintenant, mais toi si tu veux, tu peux le faire quoi. Et donc je réfléchis, et là en septembre, Guido Reichstatter, donc un mec en Californie, San Francisco, il poste un tweet en disant « Ça fait 3 jours que je suis en grève de la faim devant les bureaux d'Anthropic, et je demande qu'Anthropic arrête cette course à l'IA, et je vais rester jusqu'à ce que l'entreprise réponde, voilà. » Et donc moi je connaissais Guido, et j'ai vu que son truc était à peu près viral, et je me suis dit que voilà, si lui fait ça devant Anthropic, et que d'à côté il y a les bureaux les QG de Google DeepMind à Londres, là où j'étais à ce moment-là, on pourrait avoir une grève de la faim qui serait mondiale, avec plusieurs pays, plusieurs personnes, plusieurs groupes, devant plusieurs entreprises, et ça pourrait gagner un effet boule de neige qui serait vraiment genre, on pourrait gagner en ampleur. Je me dis bon du coup je vais le faire, et j'ai demandé aux gens autour de moi dans les bureaux, là où j'étais à Londres, qui veut faire avec moi une grève de la faim? Personne ne voulait faire une grève de la faim. Tout le monde était d'accord dans l'abstrait d'avoir quelqu'un d'autre qui fait une grève de la faim pour eux, mais ils ne voulaient pas faire une grève de la faim. Du coup, j'ai fini par, tu vois, tu prends un signe, tu prends une pancarte, tu écris un truc genre « Stop the AI race day 1 » et tu vas devant les bureaux, tu prends une photo. Et après, voilà, ça a commencé. Pendant 1 semaine, j'ai pas mangé. J'ai dû arrêter au bout d'1 semaine parce que j'avais des problèmes médicaux assez graves. Mais l'autre personne qui est avec moi, il y a une autre personne qui nous a rejoint d'Amsterdam, et lui il est resté pendant 2 semaines, plus que 2 semaines devant les bureaux. Et donc ouais, on est interviewé par la télé anglaise, par les journaux anglais, les journaux français, genre Le Monde, Telegraph, Sky News, The Verge. Et t'avais donc vous aviez vous demandiez quelque chose de particulier? Ouais, on demandait, donc Guido et lui ils étaient juste vraiment genre Stop the AI race, et nous on a demandé en particulier que Demis Hassabis, le CEO de Google DeepMind, fasse une déclaration publique en disant qu'il accepterait de s'arrêter, de faire une pause, si les autres entreprises aussi s'arrêtaient. Donc en fait, c'est un peu compliqué ces choses-là, parce que faire une pause, c'est pas un truc que tu peux vraiment demander à une personne de faire. Tu peux pas dire à une personne genre est-ce que tu peux t'arrêter maintenant, parce que les autres vont quand même continuer à accélérer. Donc idéalement, il faudrait qu'il y ait des mécanismes où on enforce que tous les pays et les entreprises arrêtent de construire des IA de plus en plus puissantes à un certain niveau, et qu'après on s'arrête, on passe une pause. Donc l'idée de la pause, c'est l'idée qu'à un moment les IA seront d'un niveau humain ou assez proche des humains, ou même plus élevé que les humains, et à ce moment-là on leur dit est-ce qu'on peut faire en sorte de vérifier que ces IA soient alignées avec les valeurs des hommes avant d'aller plus loin, quoi. Avant de faire une IA qui peut s'auto-améliorer ou peut vraiment pousser le développement plus loin, il faudrait faire une pause. On s'arrête pendant 6 mois, pendant 1 an, et on réfléchit à comment est-ce qu'on fait pour être sûr que ces IA sont alignées avec les valeurs des humains, et que notre truc soit robuste, qui marche, qui tue personne, etc. Cette idée de la pause était un peu introduite en 2023 par une lettre du Future of Life Institute,
Et ouais, du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on peut demander aux gens de faire une pause. Et pour faire une pause, il faut de la coordination. Il faut qu'on sache que si moi je m'arrête, l'autre s'arrête aussi. Du coup, moi, mon idée, c'est de me demander au CEO de Google DeepMind, est-ce que tu t'arrêterais si les autres s'arrêteraient aussi? Et du coup, si on dit ça, demande à toutes les entreprises américaines et anglaises, etc., de faire ce statement, à ce moment-là, on pourrait aussi avoir les gouvernements anglais, américains, chinois, etc., qui pourraient enforcer cette pause, parce qu'ils savent qu'une entreprise s'arrêterait en théorie. Après, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais pour la Chine ne serait pas d'accord, etc. Mais en fait, la Chine a fait beaucoup de commentaires sur la CFC où ils pensent que bah ouais, ils sont plutôt favorables au fait de s'arrêter. Et ouais, cette histoire de là, tiens, on s'arrêtera quand les IA ont un niveau humain, etc. Bah, on est déjà à un niveau où les IA sont vraiment vachement intelligentes, quoi. Elles sont bien plus fortes que n'importe quel humain à faire du code. Enfin, pas d'un point de vue général, mais quand même sur plein de trucs, elles sont vraiment beaucoup plus efficaces que les humains sur faire du code. Et surtout la vitesse à laquelle ça avance. On peut vraiment se dire, c'est difficile de se mettre à la place de où on était il y a 5 ans ou il y a 4 ans. Mais il y a 5 ans, tu m'aurais dit, ouais, on serait plus ou moins dans le film Her. J'aurais jamais cru que ça serait aussi rapide. Pourtant, on l'est. Il y a déjà des gens qui tombent amoureux de leurs IA. Il y a le mode vocal qui fait penser à Samantha. Parce qu'en plus, il y avait carrément Scarlett Johansson a porté plainte, je crois, contre OpenAI parce que ça ressemblait trop. C'est un coup de pub, évidemment, je pense, de la part d'OpenAI d'avoir une IA qui ressemble à celle de Her. Donc en fait, ça rattrape vraiment la science-fiction là. C'est quoi le prochain palier? C'est Skynet. On n'a pas envie d'aller jusque là, quoi. Donc c'est vrai que il faut toujours se rappeler de regarder le passé pour voir un peu la rapidité de la courbe et de se dire merde. À un moment donné, il va falloir dire on peut pas aller là, quoi. Et donc je pense que c'est intéressant. Donc ouais, c'est une sorte de non-prolifération de l'intelligence machine, un peu. Il y a un précédent d'ailleurs, c'est le traité nucléaire. Mais ouais, du coup, moi un truc, une des leçons de la grève de la faim, c'est que une ou deux personnes devant une entreprise qui ont juste en fait, sur toutes les choses que j'ai fait dans ma vie, une grève de la faim, c'est la chose la plus simple que tu peux faire. Parce que tout ce que tu fais, c'est que tu bois de l'eau tu bois de l'eau. Tu t'assois sur une chaise et tu bois de l'eau. Après, bon, en pratique, il y a beaucoup de choses à faire. Tu dois tu dois prendre des photos, tu dois réfléchir à la communication, comment tu t'adresses aux journalistes, comment tu parles aux gens, à parler aux employés qui sortent. Tu peux envoyer des lettres à des. Moi, par exemple, j'essaie d'envoyer des lettres au CEO de Google DeepMind, par des contacts que j'avais. Tu vois, c'était beaucoup de jeux de communication, beaucoup de jeux de stratégie. Mais en pratique, s'asseoir devant une chaise, sur une chaise et pas manger pendant une semaine, ton métabolisme s'adapte après 2 jours, un état de kétosis, je sais pas comment dire en français, et normalement c'est un truc que tout le monde peut faire, et c'est un truc que je pense qu'on devrait faire plus, et si vraiment les gens ils pensent vraiment qu'il y a une chance que l'IA puisse mener à l'extinction de l'humanité, c'est-à-dire, pour être plus concret, ça peut mener à la mort de cette personne toi qui m'écoutes, enfin tes proches, ta famille, tous les gens que tu connais, tous ces gens-là ils vont mourir. C'est pas juste un truc abstrait, c'est tous ces gens-là que tu connais, ils vont mourir. Si c'est un truc que tu considères qui est vraiment possible, je pense que c'est important de se dire, bah voilà, en tant qu'humain, tu peux faire des grèves de la faim, tu peux prendre des actions directes qui défient les lois, qui sont non violentes, mais qui montrent à ton gouvernement, aux gens qui sont avec toi, que c'est un truc que tu... Si vraiment tu penses que si tu penses que l'extinction c'est un truc qui est possible, t'es pas en train derrière ton ordinateur à scroller les réseaux sociaux, etc. Tu prends... Enfin, il faut montrer aux gens qu'on a vraiment... qu'on prend des actions qui sont à la hauteur de ce qu'on pense. Et si on pense que l'IA peut mener à l'extinction, c'est les choses comme ça. Grève de la faim, c'est un truc qu'on imagine que les gens feraient, tu vois. Donc en gros, un truc que moi j'avais envie de faire en tant qu'objectif, c'était de montrer aux gens qu'on on y croit vraiment, tu vois. On fait ça parce qu'on pense vraiment que c'est dangereux, on est prêt à prendre des risques, on est prêt à mettre notre vie en danger, on est prêt à faire des trucs difficiles. Et je pense qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui prennent des actions, il n'y a pas suffisamment de gens qui... Moi, pendant très longtemps, je suis en train de me dire, oui, mais c'est marrant, ces gens-là, ils font des manifs, etc. C'est bien qu'il y en ait qui... Moi, j'ai pas vraiment envie de le faire, quoi. Moi, j'ai envie de faire d'autres trucs, j'ai envie de faire de la recherche sur les safety, j'ai envie de faire des vidéos, etc. Mais au fond, on est vraiment limité par le nombre de gens qui sont prêts à aller dans la rue et à faire des manifestations. Et c'est le plus de personnes on est, et plus le mouvement prend de l'ampleur, et plus c'est une phase facile de mobiliser. Et quand on vit dans une démocratie, qu'on vit dans un système politique où on peut avoir des votes, on a des gens qui nous représentent, etc., les actions se font parce qu'il y a suffisamment de gens qui sont dans la rue et qui prennent des décisions. Et je pense que si on avait 10 000 personnes ou 100 000 personnes devant les entreprises américaines, ils prendraient la safety beaucoup plus sérieusement, tu vois. Mais ça se crée pas en un jour, et ça se crée parce que, je pense, au fait, ce qui se passe, c'est qu'une personne aujourd'hui
Ça a une grosse influence. Si les nombres qu'on a qui font des grèves de la faim, c'est genre 2, 3, 4 personnes, une personne en plus, c'est incroyable. Donc toi, en tant que personne qui écoute, si jamais tu veux faire une grève de la faim à Paris, qui veut faire une grève de la faim à Londres, qui veut faire une manifestation, en fait, chaque personne en plus, c'est déjà un impact de malade en fait. Et même 100 personnes de plus, ça doublerait le nombre de personnes qui viennent à une manifestation de Posia en Angleterre. En France, je sais pas, il y a peut-être 5 personnes, je n'ai pas vu les photos, il y a peut-être 5 personnes qui vont à une manif en France. Si toi tu ramènes tes 3 ou 4 potes à une manif, hop, tu doubles déjà le nombre de gens qui font une manif en France. Ouais, ouais. Et donc en gros, c'est un truc où pour moi, ça doit être inspirant de se dire que qu'il y a une façon dans notre système législatif et même en activisme que chaque personne peut vraiment avoir un impact vraiment important sur le futur de l'IA. Si jamais il faut vraiment que tous on sorte de notre zone de confort et qu'on aille dehors et qu'on se montre et qu'on montre que c'est un truc qui peut nous impacter, et même en termes de automatiser les travails humains et remplacer beaucoup de travail que les gens font. Il y a plein de raisons pour lesquelles, même si tu ne penses pas que l'extinction qui sont vraiment un risque existentiel maintenant immédiat, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire sur lesquelles on peut manifester et qu'il faut qu'on manifeste plus. Ouais. Parce qu'il y a aussi un truc intéressant avec l'acte public, politique, comme ça, l'activisme, c'est de donner une mauvaise réputation aux entreprises qui développent la superintelligence, leur comprendre que les gens ne veulent pas ça, et que s'ils font ça, ils pensent faire le bien, et si on les teinte comme ça en noir, en gros, on les teinte tu fais du mal, ils vont peut-être à un moment donné, parce que si tu regardes bien aujourd'hui, alchimiste, quelqu'un qui étudie la chimie, il va à l'école et tout, il n'a pas envie après, en sortant de son doctorat en chimie, d'aller travailler pour une industrie qui fait des armes chimiques, parce que ça a tellement une connotation négative que ça devient une branche complètement éteinte finalement Et donc si tu dis, on peut faire pareil pour l'IA, c'est-à-dire ok, on peut développer, parce que c'est pas anti-IA en général, quoi, c'est vraiment anti-super intelligence artificielle, c'est oui, c'est bien de développer des systèmes étroits qui peuvent peut-être aller très loin dans la recherche dans quelques domaines, biologie en particulier, en médecine, tout ça, mais pas un truc qui englobe tout, donc ça a aussi cet effet-là, l'activisme. Les employés de Google DeepMind, ils venaient nous parler tous les jours. Ils venaient, ils nous parlaient, etc., on discutait. Et eux, ils aussi, ils pensaient à la safety. Eux aussi, ils étaient concernés avec les risques essentiels. Parce que le risque essentiel, c'est un truc que DeepMind a mentionné depuis très longtemps. Ils ont une team de safety, ils ont une team de gouvernance. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans les deux teams. Pareil pour Anthropic, etc. Et donc, en gros, moi, la raison pour laquelle j'ai fait une manif devant Google DeepMind, c'est parce que je savais que les cofondateurs, Shane Legg, Mustapha et Demis, ils parlent de safety depuis très longtemps. Shane Legg, il était vraiment pro-safety, il a fait une thèse sur la superintelligence il y a très longtemps. Shane Legg, j'étais en travail en safety à Oxford en 2019, et Shane Legg venait tous les 2 mois pour parler de safety. Tu vois, il y avait des meetings avec tout le monde, Shane Legg était dedans, il y avait des gouvernements DeepMind qui étaient dedans. Donc je sais que DeepMind, ils pensent à la safety, tu vois. Donc les employés, eux aussi, c'est eux que Demis ne fasse pas de statement public sur le fait que DeepMind serait prêt à poser ce que les autres posent. C'est un statement qui est vraiment simple à faire, tu vois. Oui, si tout le monde s'arrête, moi je m'arrête aussi, tu vois. Donc les employés, ça les énervait que Demis ne dise pas ça. Donc les employés, ils ont eu des débats internes qui sont passés. Et en tout cas, c'est ce que j'imagine, parce que on a reçu une lettre des employés de DeepMind disant « Ah, merci beaucoup pour cette manif de grève de la faim. Il y a eu beaucoup de discussions internes qui sont passées à cause de ça. Continuez votre manif. » J'ai eu un ami d'amis qui nous a appelés et a dit oui, alors je pensais pas que la manif aurait eu autant d'impact qu'elle a eu, tu vois, en interne. J'ai fait un documentaire sur la grève de la faim que vous pouvez regarder, ça s'appelle I went on a hunger strike for 30 days to stop the air race. Il faut aller Google, c'est comme ça. Et du coup, la personne, dans le documentaire, 10 jours après avoir publié le documentaire, Demis Hassabis a fait un statement public en disant que oui, il a répondu à un journaliste qui lui demandait bon, est-ce que si tout le monde s'arrête, est-ce que toi aussi tu t'arrêtes, tu vois. Et il a dit oui, I think so, I will do it. Donc Demis a finalement répondu à notre demande après qu'on lui a envoyé genre des lettres, etc., qu'on a toute la presse américaine, etc., anglaise. Et ça, je pense que c'est venu par rapport à cause des employés. Parce que les employés, ils ont aussi un pouvoir, les employés. En gros, en tant que CEO, tu as la pression des investisseurs, tu as la pression des employés, tu as la pression des cofondateurs. Et je pense qu'en tant on a la possibilité de mettre pression sur un peu tous ces leviers, quoi. Peut-être les investisseurs un peu moins, mais en tant que les employés, ils veulent avoir un truc qui a du sens. On a vu là récemment, il
une pub pour le Super Bowl, donc le plus gros match sportif américain. Et il y a une pub d'Anthropic contre OpenAI et qui se moquait du fait que OpenAI, maintenant, il y aurait des pubs dans ChatGPT. Et c'est pas une pub pour sensibiliser les consommateurs, c'est une pub pour attaquer les employés. Parce qu'ils veulent que les employés aient honte de travailler pour OpenAI. Et même Meta, maintenant, vraiment, c'est un peu genre, ils ont aussi un coup de pub négatif parce que maintenant, ils font des applications qui génèrent des vidéos d'IA. Enfin, en tant qu'employé, maintenant, la boîte pour laquelle les gens veulent travailler, c'est Anthropic parce que c'est celle qui a le plus de meilleurs brands, tu vois, que les gens. Ouais, et du coup, si on va voir Anthropic et leur dit, bah, écoutez, les gens. Genre, vous croyez vraiment à la safety, mais votre CEO n'est pas capable de faire un statement sur le fait qu'il pose si les autres posent. Tu vois, les gens, je connais plein de gens Anthropic et je pense qu'eux aussi. T'imagines qu'Anthropic, c'est pas un truc uniforme, tu vois. C'est pas genre, t'es pas un mec qui s'appelle Anthropic qui dirait tout. C'est t'as 1000 personnes et des gens qui se tapent dessus, qui ont des différentes opinions, etc. Et je pense que si jamais tu penses que beaucoup d'employés pensent à la safety, ou vraiment pensent très fort à la safety, il y a moyen d'avoir des débats internes et de faire bouger les choses de l'intérieur en mettant de la pression avec des manifs et en rappelant les gens que, bah, en fait, vous aussi, vous accélérez la course à l'IA, à la super intelligence. C'est pas juste OpenAI, c'est vous aussi, vous êtes maintenant à créer Cloud Code qui s'auto-améliore et qui accélère tout le processus jusqu'à la singularité. Donc, je pense que c'est important de vraiment mettre la pression sur les employés. Ouais. Tu as aussi suivi de près l'affaire SB1047, SB1047 et dans la fait un documentaire du coup disponible sur ta chaîne. Ouais, donc pour les gens qui sont en France, je pense que SB1047 ça veut rien dire. C'est vrai. Mais c'est un projet de régulation aux États-Unis, en Californie. Donc c'est le Senate Bill, SB. Et donc c'est un projet de loi qui vient du Sénat en Californie qui voulait réguler ces entreprises américaines et qui voulait leur donner des contraintes de genre si vous dépensez 100 millions de dollars pour entraîner un modèle d'IA, alors vous devez faire des tests minimum sur votre modèle pour ça qu'il est safe. C'est vraiment une régulation qui est vraiment genre ultra simple, mais les gens ont résisté ça pendant très longtemps parce que il y avait des détails qui n'étaient pas très bien peaufinés au début. Et les gens sont vraiment contre la régulation en San Francisco et en Californie en général. Et du coup, les entreprises... du coup, il y a eu un gros débat sur cette loi qui se faisait en 2024, quand je suis arrivé en San Francisco. Moi, avant, je faisais beaucoup de podcasts. Et quand je suis dans l'avion, j'ai vu un documentaire sur Mark Zuckerberg qui était un peu mal fait. Mais bon, c'était un peu beaucoup de gens qui étaient en podcast, en gros, qui étaient interviewés comme un podcast, tu vois, et qui parlaient de Facebook et de Zuckerberg. Donc, tu avais un accès au genre... des gens exécutifs de Facebook, etc., sur les affaires Cambridge Analytica. Et du coup, j'ai dit, bah, moi, j'arrive aux US, je connais les gens qui sont derrière ce projet de loi en Californie. Bah, si je pouvais les interviewer en mode podcast et je compilais ces podcasts en documentaire, ce serait génial. Donc moi, je voulais faire un documentaire qui serait publié genre juste après que le gouverneur veto ou accepte ce projet de loi. Parce qu'en Californie, le gouverneur peut, oui ou non, accepter ou veto un projet de loi. Et du coup, j'ai dit, tiens, je vais faire ça en un mois. Mais au final, j'ai fait genre 20 interviews, j'ai dû manager pas mal de gens pour faire un documentaire. C'est beaucoup plus de travail que ce que je pensais. Mais oui, ça a pris un projet de genre presque 6 mois que j'ai publié en mai 2025. Et donc, ouais, c'est un documentaire sur ce projet de loi qui finalement a été veto par le gouverneur. Oui. Mais qu'on peut voir sur ma chaîne YouTube, ça s'appelle SB1047, The Battle for the Future of AI. Ouais, très bien fait. Et puis du coup, ça, malgré le fait que ce projet de loi n'est pas passé, il a été veto par le gouverneur. Il y en a un qui est quand même passé plus tard. SB53, c'était genre l'année d'après, et donc c'est genre la nouvelle. C'est presque la même chose, mais c'est par la même team. Mais ça a été passé, ouais. Du coup, c'est quand même bien parce que du coup, le gouverneur, il n'aurait pas pu le dire non plusieurs années d'affilée. Oui. Donc il a dit. Et ce projet de loi, après, finalement, a presque été répliqué à New York pour un truc qui s'appelle RAISE. Et ouais, je pense que, il y a plusieurs approches de comment on veut garder contrôle sur ces entreprises. Il y en a un, c'est de leur demander de faire des trucs simples. Et tu construis, tu fais de plus en plus de régulation, tu les régules petit à petit. Et je pense que idéalement, tu voudrais que le Congrès américain d'ici
et le pouvoir de réguler complètement notre économie. Mais pour l'instant, si DC ne veut pas réguler, il faut que ce soit la Californie ou New York et Texas par exemple qui veulent le faire. Mais oui, l'autre approche, donc, c'est de faire des grèves de la faim et de dire genre oui, on arrête la... Donc on peut soit faire des petits asks, de demander genre faire ça, fais ça, et petit à petit tu veux que le truc soit de plus en plus régulé, ou bien tu veux faire en sorte qu'on arrête tout d'un coup et on pause. Et je pense qu'il faut qu'on ait plusieurs approches différentes. Et il faut aussi qu'on ait des gens qui travaillent sur l'alignement de l'IA à l'intérieur des labs. Il faut aussi qu'on ait des gens qui travaillent sur la cybersécurité, sur comment faire en sorte que les modèles ne sont pas utilisés pour faire des armes biologiques. Et je pense qu'il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire dans ce milieu. Et on a besoin de... Aujourd'hui, il y a peut-être 100 fois plus ou 1000 fois plus de gens qui travaillent sur comment faire en sorte que l'IA soit beaucoup plus capable, et très peu de gens qui travaillent sur faire en sorte que l'IA soit safe. Donc je pense que si vous écoutez ça, il y a vraiment possible d'avoir un impact. Et moi, si vous avez besoin de me envoyer un message, me demander comment je fais pour avoir un impact dans ce modèle-là, je suis très heureux de vous répondre sur Twitter. Ok, cool. Ouais. Et puis de toute façon, c'est vrai qu'il y a aussi une approche qui se nourrit de plusieurs avenues différentes pour avoir un impact. C'est-à-dire que, ok, c'est bien d'avoir des régulations, des projets de loi, des trucs comme ça à petite échelle qui petit à petit augmentent. Et ça fasse, pour ces personnes-là qui essaient de poursuivre cette avenue, c'est plus facile pour eux d'avoir du poids si à côté il y a aussi des protestes, des manifestations, des gens qui font de la grève de la faim. Parce que forcément, ils vont pouvoir dire regardez, les gens sont pour, ils ne veulent pas avoir toi. Et donc, avoir plusieurs approches comme ça qui culminent peut-être un jour à vraiment stopper. Et les scientifiques aussi, le fait qu'il y ait des scientifiques qui la recherche sur le fait que les IA soient dangereuses, ça permet de nous avoir plus de légitimité quand nous on fait des protestes. Et après, les journalistes, ils voient qu'il y a des livres qui sont publiés, les 3 scientifiques les plus connus, les plus publiés en IA, pensent que c'est un risque réel. Et du coup, ça, c'est un truc qui peut gagner de la presse, du coup, tu peux aller de les scientifiques qui pensent à un truc qui est possible, à des gens qui font des manifs, à des gens, à la presse qui, du coup, et les médias qui font attention à ça, à les politiciens qui disent ah ok, New York Times et de Télégraphe pensent à ça que c'est important, ok, je vais réfléchir, et du coup eux écrivent une lettre aux entreprises américaines, aux entreprises anglaises, et du coup finalement les entreprises anglaises elles veulent pas se faire réguler, elles veulent pas, le pouvoir c'est quand même vient du gouvernement presque, et du coup je pense que tout ça mis bout à bout, je pense que ça peut mener à des changements profonds. Non, c'était intéressant d'avoir ton point de vue finalement sur ce qui s'est passé. J'invite les gens qui nous écoutent à aller sur le site, sur ta page web, Inside View, ça. Chaîne YouTube The Inside View. Est-ce que tu as un call to action, un appel à impact? Alors moi, j'ai envie de faire une manif à San Francisco où on serait 1000 personnes devant les bureaux d'Anthropic en San Francisco. Donc je vais probablement mettre un lien dans les commentaires ou dans la description sur ce protest-là, sur Anthropic. Idéalement, on ferait aussi une manif en France. Donc si quelqu'un veut faire une manif en France et veut coordonner ça, je vais essayer de lier cette page en France sur en anglais aussi. Et envoyer des messages, vous voulez faire un truc en France, et on tente de réaliser ça. Mais je pense qu'il ne faut pas faire ça juste à une entreprise anglaise, américaine. Il faut qu'on fasse ça vraiment en France, partout. Il faut que tout le monde entier se réveille et on fasse des manifs en même temps. Et on se coordonne. Tu penses qu'en France, ce serait bien d'aller devant les bureaux de Mistral? Je sais pas si ouais, on peut aller devant Mistral. Après, bref, c'est peut-être mieux d'être Anthropic aussi en France. Il y a Anthropic en France. Ils ont un bureau. Probablement pas. Probablement c'est peut-être uniquement DeepMind, mais je peux probablement des trucs en IA. Ou même prendre un train et aller à Londres pendant c'est 1 heure, tu vas à Londres et là-bas il y aura une manif à Londres. C'est beaucoup plus proche du coup pour le reste du monde. Ouais. Ça, c'est avec Pull the Plug, et je crois que c'est le fin février, 28 février je crois, et eux, et là il y a vraiment je pense qu'il y a que 100 personnes qui sont de RSVP qui disent qu'ils vont y aller. Donc il y a vraiment l'impact de devenir une personne de plus vraiment important, et eux ils vont faire un tour à Londres devant les bureaux de toutes les entreprises genre Anthropic, DeepMind, OpenAI pour appeler cette pause conditionnelle. Donc c'est est-ce que tu serais prêt à poser si les autres posent aussi, et ils vont aller un peu partout. Donc c'est vraiment le même ask que ma grève de la faim, mais beaucoup plus de gens. Il y aura 2 organisations, Posia et Pull the Plug, et je pense que vraiment c'est vraiment à Paris, tu veux avoir un impact fin février, va là-bas. Si tu veux avoir un impact fin mars, appelle-moi et on fait une manif en France. Ça marche, l'appel est lancé, merci.